おーい、ここは危ねえぞ。飛んでいけ。どこか遠くへ。Le chapitre 132, bien que nécessaire pour l'avancement de l'intrigue, restait pauvre en termes d'informations majeures. La mort de Floch, bien que décevante et pas à la hauteur de la personne, n'est pas du tout en accord avec celle d'Annecy, morte avec dignité, lui préparant même un tapis rouge dans l'au-delà. Même si cela reste une mise en scène poétique, on ressent particulièrement le favoritisme de l'auteur, voulant nous pousser à soutenir l'Alliance, qui se tue à vouloir sauver l'humanité, entre guillemets. Ou alors, simple volonté de ne pas choquer le lecteur sur le décès d'un personnage attachant et garder l'aspect shonenesque de l'œuvre. Isayama sort le grand jeu avec le chapitre 133, avec des révélations exclusives sur les titans, mais surtout un dénouement final qui semble bien amené, de par les différentes pièces qui s'assemblent, que par l'impatience d'un combat qui s'annonce épique. Rien que d'imaginer la suite procure des frissons. Le chapitre commence directement à bord de l'hydravion, qui emmène l'Alliance à la forteresse de Slatoa, le lieu de la bataille finale. Il est temps de se pencher sur un plan d'action. Arrêter l'originel semble une tâche contraignante par la forme que prend son titan, un vulgaire insecte composé d'eau. Pike déduit qu'Eren se trouverait à l'avant de la colonne vertébrale, mais la localisation de Sig, elle, reste bien mystérieuse. Deux hypothèses sont donc avancées pour arrêter le grand terrassement, soit par le biais du nouveau Major, qui devra se transformer en colossal, soit en tuant Zeke, puisque ce dernier est de sang royal, catalyseur qui a permis le déclenchement de ce désastre actuel. À ne pas oublier les explosifs qui traînent dans l'avion, un élément scénaristique n'ayant pas été évoqué, mais qui aura certainement un rôle à jouer en corrélation avec le manque d'essence. De manière assez prévisible, Armin souhaite discuter avec Eren avant tout, et il ne sera pas déçu parce qu'il s'ensuit. En effet, il se voit lui et tous ses camarades acheminés dans le pass, lieu d'interférence qui permet de communiquer avec le fondateur, beaucoup plus agréable que frontalement avec les milliers de colossaux aux alentours. Je ne peux pas arrêter le grand terrassement, je ne peux pas jouer sur l'avenir de l'île du paradis, je vais continuer à avancer. Ces paroles d'Eren sont claires, nettes et précises. Il ne reculera pas. La seule option pour l'arrêter est de mettre fin à sa vie. Par ailleurs, il laisse la liberté à l'Alliance d'user du pouvoir du Titan, comme spéculé dans ma vidéo sur le pass. Mais en quoi cela l'avantage-t-il? Ne pas entraver leur liberté n'est-il pas seulement un prétexte? Reiner a précédemment émis l'idée qu'Eren voudrait transmettre le fondateur à quelqu'un, car il ne supporterait pas le poids du génocide qu'il vient de commettre. C'est pour cette raison qu'Ymir déculpabilise Eren en ce moment même, en lui offrant un corps psychique d'enfant pour qu'il puisse s'échapper de la réalité. Les deux qu'on retrouve dans le chemin, côte à côte, les yeux totalement brouillés. Eren pouvait voir les yeux d'Ymir au chapitre 122 parce qu'il était devenu sa lumière, sa lanterne. Il était le seul à ressentir sa douleur et l'encourager à devenir libre. Maintenant, personne dans l'Alliance représente cette once d'espoir pour l'un et pour l'autre, leur liberté étant en totale opposition, celle de sauver le monde face à celle d'avancer son extinction. Des personnages ont été marginalisés malgré leur profonde envie de s'engager dans cette lutte. C'est le cas de Falco, Gabi et Annie qu'on retrouve précipitamment sur le bateau. Nous apprenons des renseignements concernant le titan bestial. Il aurait été un oiseau dans le passé, confirmant alors la théorie du multiforme, dans le sens où le bestial aurait évolué au fil du temps, un peu à notre manière, le stade final étant un singe, se rapprochant le plus des humains. Le titan féminin, lui, n'a pas de pouvoir spécial. Annie
auraient mangé une partie des autres shifters, lui permettant de récupérer leurs capacités. La solidification découle d'un liquide du cuirassé, et son cri au liquide de Zeke. Falco, ayant ingurgité du fluide cérébrospinal de ce dernier, possède des traits d'un oiseau. Il en déduit alors que son mâchoire a l'aptitude de voler. Son prénom n'aura jamais fait autant foreshadowing. Il souhaite s'élancer vers la forteresse, ce qui provoquera l'écoulement du bateau, mais Kiyomi encourage tout de même l'action. Elle, qui a contribué à la rencontre entre Eren et Zeke, ne veut pas approfondir ses regrets. Il n'est pas encore trop tard pour arrêter cette catastrophe et sauver les membres chers de sa famille. La plupart qui, par ailleurs, ont réussi à s'échapper du camp de Liberio. 8 chapitres que nous n'avons pas eu de nouvelles sur la rébellion eldienne déclenchée par Monsieur Leonard après avoir été alerté du grand terrassement. On les retrouve à bord d'un train en direction de la forteresse, eux aussi, prêts à emprunter un dirigeable et s'enfuir loin du grondement. Mais c'est sans compter l'arrivée de la flotte aérienne, qui s'apprête à larguer des bombes sur les colossaux, n'étant plus qu'à quelques pas. Tout est prêt pour un final des plus explosifs. Monsieur Leonard réussira-t-il à s'enfuir dans les airs? Falco réussira-t-il à voler? Quel est concrètement le plan d'action de l'Alliance? Comme le dit si bien la phrase de conclusion, à l'approche de la fin, la bataille finale commence.